je regardais le travail sur l'étalonnage, sur la copie, sur les couleurs. C'est vraiment extraordinaire le travail qui a été fait. Alors moi, là, s'il y avait une première question, c'était ce projet, c'est vrai, qui est quand même assez monumental et qui doit te tenir, mais particulièrement à cœur, parce que c'est toi qui as, à vrai dire, initié le projet. Tu peux... Voilà, Oui, c'est ça. Voilà. oui, moi ça fait depuis 2003 que ma grand-mère, Jacqueline Pagnol, je suis un peu ému parce qu'à la fin du film, elle est avec nous. Donc en 2003, elle m'a demandé de reprendre les affaires familiales, donc la société de production de mon grand-père, hein, qui date de 1932, et puis la société d'édition familiale, L'Eau des Collines, l'édition Natreil et la Fondation Pagnol. Et je me suis plongé dans l'œuvre de mon grand-père, j'ai fait le tour de l'œuvre, bien sûr, bon, c'était pas la première fois, mais pour la 10e fois, je me suis bien mise en tête, en main, et puis j'ai eu la chance d'habiter très longtemps dans l'hôtel particulier que vous voyez à Paris, hein, alors qui est exactement celui-ci, c'est-à-dire que Chaumet est venu prendre des photos, à filmer, il n'y a pas un objet qui n'est pas à sa place, pas une couleur au mur qui n'est pas la couleur réelle de l'hôtel particulier. Et au dernier étage, il y avait les bureaux de production de mon grand-père et d'édition, et au sous-sol, il y avait sa table de montage, tout ça. Et comme chaque petit enfant, hein, j'étais comme un fou. J'avais plus de 30 ans, j'allais farfouiller dans tous les tiroirs, j'ai trouvé toutes ces notes, tous ces manuscrits. J'ai tout compulsé et je me suis aperçu, devant par exemple sa correspondance que j'ai publiée, c'est pas pour faire la pub, mais les bouquins sont dehors, que la place de mon grand-père dans le monde artistique mondial, hein, c'est pas uniquement français, était considérable. Et que personne ne le savait, que l'image d'Épinal de Marcel Pagnol, c'était donc un vieux monsieur habillé de velours côtelé marron qui habitait dans un vieux mât provençal au pied des collines. Vous savez ce soir que cette image est erronée, que ce sont ces personnages. Voilà, et je voulais vraiment rendre justice à l'homme, et hommage à l'homme qu'il a été, à ce qu'il a pu apporter au cinéma, à la littérature et au théâtre, tant en France qu'à l'étranger, et c'était ce point de départ, voilà, qui m'a amené vraiment à travailler. Et à un moment donné, avec mon ami Acharline Poiré, sa femme Valérie Puech, alors ça aussi c'est une histoire de famille, parce qu'Acharline Poiré, c'est le petit-fils d'Alain Poiré. Ah oui, le producteur. Le grand producteur de Gaumont Inter, hein, qui a fait plus de 400 films, que tout le monde connaît, hein, les Tontons Flingueurs et j'en passe, qui était très ami avec Marcel. C'est lui qui a racheté les studios pour Gaumont en 1942, bon bref. Et donc on est amis avec Acharline et on se dit on va faire un grand documentaire sur Marcel qui va mêler les images d'archives et de l'animation, parce qu'en France on ne sait pas faire de la reconstitution en prise de vue réelle. Et tout de suite j'ai pensé à Sylvain Chaumet, parce que j'adore les triplettes. On a été voir Sylvain, il a dit ok, et puis au bout de 3 ou 4 mois de travail sur le scénario, on travaillait sur le scénar, et il m'a dit non mais c'est pas un documentaire qu'il faut faire, t'as vu la vie de ton grand-père, il faut faire un film de long métrage. Et là, bon, on a changé de braquet. C'était, surtout pour Acharline, très ambitieux. C'était le premier film qu'il produisait. Et il ne s'est pas dégonflé, il a été au culot, et il a trouvé des financements. Et voilà. Comment tu as travaillé avec Sylvain Chaumet, enfin, au quotidien par rapport à ce travail? Il venait régulièrement, et tu lui as montré des objets, des choses, enfin des choses un peu précises? Lorsqu'il décide, Sylvain, de faire un long métrage d'animation, alors qu'il ne voulait plus en faire, hein, après L'Illusionniste, c'est un travail considérable. Qui n'a pas très bien marché. Qui n'a pas très bien marché, bon, mais c'est pas tant pour ça, je pense. Ouais. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte sur ton grand-père? Et donc il m'est venu 2 phrases en tête. La première, c'est Syntex, on n'est pas d'un pays, on est de son enfance. Et la deuxième vient des évangiles, qu'as-tu fait de ton talent? Et parce que pour beaucoup, Pagnol, c'est un écrivain pour enfants, non, c'est un écrivain de l'enfance. Voilà, donc il fallait qu'on ait un dialogue quand même avec l'enfance. On ne voulait pas faire un film que pour adultes, et c'était aussi important d'avoir cette enfance tout au long de sa vie. En définitive, à quel point avons-nous, ou sommes-nous toujours respectueux de l'enfant que nous avons été? Qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis des promesses qu'on s'était peut-être faites quand on était môme? Et à quel point notre enfance continue-t-elle à nous guider inconsciemment encore aujourd'hui? C'est pour ça le petit Marcel, il guide le grand Pagnol, mais il le reconnaît pas, il voit pas. Hein. Par exemple, quand il retrouve à Paris Paul Nivois,
c'est grâce au gamin. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Puis le gamin, c'est aussi le point de vue de Chaumet. Le gamin rit là où Chaumet a envie de rire, notamment avec les histoires de pigeons, avec Simone, tout ça. Et puis, beaucoup de discussions, mais alors pas quotidiennes, au téléphone, autour d'un apéro, à table, sur qui était Marcel, et puis quels étaient pour moi les points essentiels de bascule dans sa vie. Voilà. Qu'est-ce qui l'a fait avancer, qu'est-ce qui l'a freiné, qu'est-ce qui l'a fait changer. Hein, donc il y a l'arrivée du cinéma parlant, bien sûr la mort de sa mère, l'arrivée du cinéma parlant, la guerre, la mort de son frère, la mort de sa fille. On n'a pas pu parler de la mort de Rému, mais on n'a pas pu parler de beaucoup d'autres choses. L'académie, la SACD, la libération, tout ça. Et voilà, donc moi j'ai mis des jalons, et j'ai essayé d'expliquer à Sylvain ce que moi je comprenais de la psychologie de mon grand-père à ces moments précis. Voilà. Et après ça s'est arrêté là pour l'écriture. On a fait des allers-retours avec les versions des scénarios, et une fois que tout le monde était content, je ne suis pas vraiment intervenu, quoi. Et tout ça sur combien d'années là? Ça a été un projet qui a commencé, ils ont commencé la production à partir de quand? La production a commencé il y a 4 ans. 4 ans. L'écriture bien avant. L'écriture bien avant. Voilà, et ensuite, je vous disais par exemple, l'hôtel particulier, c'est exactement l'hôtel particulier, les studios, c'est exactement les studios, tous les objets. Alors j'envoyais des photos, ils me demandaient des photos de tel ou tel objet, alors j'allais dans les archives du fonds de dotation, enfin de la fondation, prendre en photo les objets pour lui envoyer. Donc tout ce qu'on voit, de la caméra au trépied, en passant par la lampe sur son bureau, à sa montre, ce sont des... Voilà, c'est réel, c'est réel. Ah oui, parce qu'il faut quand même dire que c'était quand même un pionnier, Marcel Pagnol, enfin, quand on connaît un peu son cinéma et qu'on l'apprécie, c'est d'une grande modernité. Enfin, il y a Guitry, il y a Pagnol, il y a eu Tati, il y a eu des gens comme ça, mais c'était vraiment des très très grands créateurs. Ouais. C'est-à-dire que Pagnol a vraiment une place à part dans le cinéma mondial. Déjà, il est le créateur du cinéma d'auteur. Je pourrais vous expliquer pendant 1 heure pourquoi. Disons simplement que quand la Paramount produit Marius, c'est la première fois qu'un auteur impose sa distribution, prend des droits d'auteur. Lui, il vient du théâtre, donc il est habitué au fonctionnement de la SACD, qui n'existait pas au cinéma. Il prend des droits d'auteur. Et il est superviseur sur le tournage. Ça veut dire que Corda a l'intelligence de lui dire, tu t'occupes de tes comédiens, des décors, des costumes, tout ça, et moi je te fais le film. Donc c'est marrant quand même de savoir que Corda et Pagnol ont appris à faire du cinéma parlant ensemble. C'est pas n'importe quoi. Et donc ça c'est la naissance du cinéma d'auteur, où l'auteur se met au-dessus du producteur, au-dessus du réalisateur. Ouais. Et ensuite, il monte ses studios, vous avez compris, ses studios, ses agences de distribution, ses laboratoires, c'est unique au monde. Unique au monde, voilà. Et il fait un cinéma où il est le premier à sortir les caméras des studios et à les filmer en décor réel, en son direct. Ce qui était impossible à l'époque, parce que ça coûtait une fortune, c'était des prises de risques énormes pour les producteurs. Bien avant la nouvelle vague. Mais justement, et Pagnol va essuyer des critiques terribles, et il faudra attendre 1965, avec un numéro de la nouvelle vague, spécial Pagnol-Guitry, pour habiliter Pagnol en tant que cinéaste. On lui disait, mais retournez au théâtre, enfin, vous ne savez pas faire de cinéma. À partir de 65, il va être pris vraiment au sérieux. La nouvelle vague dira... Le père de la nouvelle vague, c'est Pagnol. Godard, que Angèle est le plus beau film du monde, et surtout Rossellini dira que le père du néoréalisme italien, c'est Marcel Pagnol, et qu'il n'aurait jamais fait Rome ville ouverte s'il n'avait pas vu La fille du puisatier, 41, et Geoffroy, de 33. Mais tout ça est passé sous silence, parce que Pagnol ne se vante jamais. Ce qui est très rare dans ce métier, où les gens racontent beaucoup plus qu'ils n'en font réellement. Pagnol, c'est l'inverse. Voilà. Et donc pour moi, c'est important de remettre tout ça en avant. Est-ce que vous êtes intervenu, est-ce que Chaumet vous a demandé votre avis par moment, où vous avez vu le film se réaliser au fur et à mesure, ou bien vous avez laissé carte blanche? Comment ça s'est passé en fait, le travail de ces 4 ans? Comme je viens de l'expliquer, moi je suis intervenu au début, donc avec l'idée originale avec mes amis Charline et Valérie. Ensuite, ça a été des discussions badines, j'ai envie de dire, sur qui était Marcel Pagnol, quels étaient les passages obligés, pourquoi il avait réagi à tel moment comme ceci et pas d'une autre manière. Ensuite,
une acceptation du scénario, donc des allers-retours, mais c'est assez général, sinon on va plutôt dans ce sens-là, Moi je ne suis pas un technicien, vous voyez, je ne peux pas apprendre à Sylvain Chomet à écrire un scénario, ni à dessiner. Hein. C'est plus au niveau du fond du film. Mais à partir du moment où le scénario était accepté, je me suis totalement retiré. Je ne sais pas faire un dessin animé, je ne suis pas réalisateur. Le fond était là, la psychologie des personnages était pour moi satisfaisante, elle me convenait. Et si j'avais choisi Chomet, c'est que je savais que la magie allait opérer. Parce que le style de Sylvain a cela de formidable, en tout cas pour cette histoire, où on traverse des décennies, mais qu'il s'adapte, il est indémodable le style de Sylvain. Il peut très bien représenter les années 20, les années 30, les années 40, les années 50, ça passe. Si on avait pris un dessinateur avec un style d'aujourd'hui, ou même si on avait été en 3D, parce que pour moi c'est l'horreur pour ce genre de film, ça n'aurait pas été possible. Il fallait quelqu'un avec une patte vraiment particulière. Et ce côté un petit peu caricatural des visages que Sylvain dessine en plus permet d'accentuer l'émotion des personnages. Et la 2D aussi. Et j'avais aucun souci en ce qui concerne les décors, l'animation en tant que telle. Il y a 2 grands maîtres de l'animation au monde, il y a Miyazaki et Sylvain Chomet. Donc voilà. Tiens, j'avais une petite question à poser à Nicolas. On voit beaucoup d'extraits de films qui sont magistralement insérés dans ce film d'animation. Je voulais savoir si c'était une idée qui venait de toi ou de Sylvain, d'avoir été puisé comme ça dans les archives de films. On savait, parce que c'est une idée géniale. Mais on savait d'entrée de jeu qu'on allait utiliser des archives, on savait pas comment. N'oublions pas que le projet vient d'un documentaire d'archives avec de l'animation, et il s'est transformé en long métrage d'animation. On savait qu'il fallait qu'on mette des archives pour représenter son travail. Parce que beaucoup de gens qui vont voir ce film n'ont jamais vu un film de Marcel Pagnol. Donc c'était important de montrer... Alors il y a eu un traitement des archives, ça c'est Sylvain qui a trouvé le bon dosage, de traiter les archives pour qu'elles s'intègrent parfaitement dans l'animation. Si on avait mis des films bruts, ça aurait été vraiment très choquant. Voilà, mais on savait effectivement qu'on allait montrer des extraits de films dès le début. Bah, le travail, franchement, on revient sur le travail des films de ton grand-père. Il y a eu un travail de réédition magnifique. Ah bah, la restauration, quand même, ça fait 15 ans que j'ai commencé, commencé la campagne de restauration. Quand j'ai récupéré les affaires familiales, ouais. Les films étaient dans un état pitoyable, on ne les voyait plus au cinéma, on ne les voyait plus en festival, ils n'étaient plus programmés à la télé, c'était très mauvaise qualité, et donc j'ai commencé il y a 15 ans la campagne de restauration, j'ai restauré la 16 films sur 24, donc j'arrive au bout, et c'est pour ça que vous pouvez aujourd'hui organiser des restaurations, que les films recommencent à voyager dans le monde entier, et c'est fait pour ça, hein. Les films c'est fait pour être vu, et si possible, sur grand écran. Dans ces cas-là, c'est toi enfin j'imagine que c'est toi, mais qui a donné l'autorisation de la rétro ou c'est... C'est-à-dire qu'auparavant, je gérais tout seul. Ouais. C'est-à-dire édition, distribution des films, édition littéraire, événements, tout ce que vous voulez. Et il n'y a que 24 heures dans une journée, puis on ne peut pas tout savoir faire. J'étais pas bon du tout en distribution. Donc j'ai décidé de confier la distribution Cinéma France à mon ami Vincent-Paul Boncourt chez Carlotta Film. Oui. Voilà, et il fait un travail remarquable. Jamais les films de Marcel n'ont autant tourné dans des salles. Moi je devais faire 50 ou 60 projections par an, aujourd'hui on a plusieurs centaines. Donc Marcel retrouve son public. Je me rappelle de la rétrospective de l'année dernière, quand on la lance lors du Festival international du film de La Rochelle, là dans la grande salle, il y a 500 places. C'était plein. Et ils ont fait 5000 spectateurs en une semaine, ce qui est inédit. Et j'ai posé la question, qui n'a jamais vu un film de Pagnol? Et 90% de la salle a levé la main. Et idem à la Cinémathèque française, dans la grande salle, qui était pleine, 90% des personnes n'avaient jamais vu de film de Pagnol. Donc je suis très heureux parce que mon travail sert à amener Pagnol vers les nouvelles générations. Que ce soit au cinéma ou en édition avec des bandes dessinées ou avec ce dessin animé, où on a fait un métaverse et on va sortir un jeu vidéo. Moi, je suis un passeur. Et je passe l'œuvre de mon grand-père sur les médias que les jeunes consomment aujourd'hui, sur ce qu'ils aiment. Voilà.
Et alors, beaucoup me critiquent, oui, mais c'est scandaleux, vous dénaturez l'œuvre, ou ceci ou cela, mais je dis non, vous n'avez pas compris. Si on ne le fait pas, c'est comme Molière, hein, ou la Pléiade. C'est magnifique la Pléiade. Alors ça marque bien le niveau social dans une bibliothèque, il n'y a pas de problème, on a compris qu'on est chez un intellectuel, mais elle n'est pas beaucoup lue. Les auteurs qui sont. On n'ouvre pas sa Pléiade pour la lire. Pagnol, c'est ça. Pagnol, il n'est pas à la Pléiade, vous voyez, il est en livre de poche, mais dans toutes les familles françaises. Et moi, c'est mon rôle, voilà, d'apporter Pagnol aux nouvelles générations. Énormément. Moi, je sais que je sais pas. Enfin, il y a des générations tout à fait différentes dans la salle, mais je sais qu'au collège, on avait à l'époque, on pouvait étudier le château de ma mère, par exemple, tu vois, en français ou des trucs comme ça. Oui, mais c'était vraiment. Mais moi, j'aime bien, à vrai dire, j'ai bien aimé les adaptations, que ce soit de Claude Berry à l'époque, de Manon Dessources, il y avait Jean de Robert aussi. Et même la version d'Yves Robert sur La gloire et le château. La gloire de mon père et le château de ma mère. Je trouvais tu les as appréciées, ces versions-là? Je les ai beaucoup appréciées, alors j'étais pas aux affaires, malgré mes cheveux blancs, je ne suis pas aussi âgé que ça. Oui, bien sûr, enfin je veux dire, Manon Dessources, Jean Fleurette, ça va, Yves Montand, Depardieu, Béard, Auteuil, et tous les autres, tous les seconds rôles qui sont magnifiques. Et puis Yves Robert, la gloire de mon père, d'une fidélité absolue, avec beaucoup de tendresse et une belle hauteur de vue sur la narration, entre une narration à hauteur d'enfant, une narration à hauteur d'adulte. Ce qu'il y a dans La gloire de mon père, qui n'est pas un livre pour enfants, encore une fois, c'est un livre sur l'enfance. Non, je trouvais que c'était très très bien réalisé. Et d'ailleurs, c'est pas fini, parce que ça c'est un scoop. Là, je suis en train de préparer 2 autres films d'animation, La gloire de mon père, Le château de ma mère, avec une adaptation par Marc Lévy. Oui, en effet. Pour le cinéma. Pour le cinéma. Alors moi, vous m'excuserez, mais j'aimerais bien prendre l'accent que je suis du Nord, et les cigales sont dans mon cœur quand j'entends Pagnol. Il y a eu Edmond Rostand avec Cyrano, et il y a Pagnol qui est pour moi dans le ciel incontournable de la France. Permettez-moi cet humble hommage. Bon, attends, j'ai retrouvé, mais vraiment pour moi, Pagnol, c'est mon enfance, c'est ma vie d'adulte. Je suis père de 3 enfants, et j'aurais transmis l'amour de la France, du sud, des racines, de la beauté de la vie, avec votre grand-père. J'aimerais, s'il vous plaît, enfin, ce que j'ai retenu parmi la vie de l'homme, c'est un homme de conviction, c'est le poète, c'est un homme d'une certaine sensibilité et d'une certaine façon un homme humble. Est-ce que vous pourriez parler de ses qualités? C'est très difficile pour moi parce que je ne l'ai pas connu, mais ma grand-mère m'en a beaucoup parlé. Quand on demandait à Marcel s'il était fier de sa réussite, en tout cas de la réussite de ses œuvres, il disait bien sûr, chaque auteur est fier, mais avant d'en être fier, j'en suis très surpris. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont tant aimé mes histoires de cocu, de filles mères, ou même les souvenirs d'enfance. C'est juste quelques petites histoires que je raconte comme ça, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et en définitive, l'auteur fait des pièces ou des livres comme le figuier fait des figues, c'est-à-dire sans rien y comprendre. Ça change des autres, et là on va parler d'humilité. Ça change de ces auteurs de la deuxième partie du XXe siècle. On peut penser notamment aux nouveaux philosophes, qu'on pourrait appeler nouveaux philosophes autoproclamés, non pas proclamés par leur père, mais par eux-mêmes. On peut penser à Sartre aussi, qui est beaucoup mis en avant, enfin, à toute cette vague d'auteurs qui est arrivée après-guerre, qui étaient plus des publicitaires d'eux-mêmes que de grands auteurs. Pagnol, c'est l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Il y a une très belle thèse qui a été écrite à ce sujet, là, il y a 2 ans, justement, qui remet à sa place l'œuvre théâtrale, pour le coup, de Pagnol, dans les années 20. Pagnol, Guitry, Achard, Janson, les grands auteurs des années 20, par rapport au surréalisme qui tenait le haut de l'affiche et du pavé dans les journaux intellectuels. Eh bien, le surréalisme, à l'époque, personne n'allait le voir, personne ne le lisait, mais était défendu par une élite germanopratine parisienne, très intellectuelle. Et le théâtre qui fonctionnait à l'époque était celui des auteurs que je viens de vous citer, qui étaient vus d'un très mauvais œil. Donc Pagnol a, premièrement souffert de la critique, et deuxièmement ne s'est jamais mis en avant. Ça, c'est une question d'humilité.
Bon, voilà, il est comme ça. Quand vous lisez par exemple Confidence, dont je vous parlais, dont est issu en partie le film dont je vous parlais tout à l'heure, il raconte une petite histoire. J'étais avec mon ami Vincent Scotto, le musicien. Hein, alors peut-être ici personne ne connaît, enfin, peu de gens connaissent Vincent Scotto. Mais enfin, J'ai deux amours, Mon pays est Paris, ou Maton Kiki, Maton Quinoise. Tout ça, c'est Vincent Scotto qui a écrit la grande majorité des musiques de films de Marcel. Et on est sur le trottoir, et je dis à Vincent. Et Vincent me dit, pardon, tu ne dois pas réfléchir et tu ne dois pas te juger en tant qu'auteur. Parce que toi, tu es un intellectuel. Et donc, tu vas te comparer à Molière, tu vas te comparer à Shakespeare, et tu vas toujours jeter tout ce que tu vas écrire parce que tu ne vas pas trouver ça à la hauteur des lettres françaises. Hein. Or, regarde, moi, je suis un charpentier de marine. Un jour, j'ai acheté une guitare, j'ai composé 500 chansons. Sur ces 500 chansons, il y en a 50 qui m'ont fait vivre. Et sur ces 50, il y en a 3 ou 4 qui seront fredonnés sur les échafaudages par les peintres dans un siècle ou deux. On dira, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du 20e. Et bien, quand on lit la correspondance de Marcel, on s'aperçoit que c'est Marcel qui a écrit ça à Vincent Scotto. Vous voyez? Et à chaque fois, il donne le beau rôle à ses amis. Quand il raconte son aventure, c'est toujours ses rencontres, c'est grâce aux autres, à sa bonne étoile. Il ne met jamais en avant sa force de travail. Il ne se considère pas lui-même d'ailleurs comme un génie, parce que ses maîtres sont les grands auteurs classiques, ou Molière. Il a surtout voulu faire plaisir, il a voulu faire du bien aux autres. Et c'est le réalisateur Jean-Charles Taquella qui disait, quand on sortait d'un film de Marcel Pagnol, on se sentait mieux. Et parfois même, on se sentait meilleur. Parce qu'il se met à notre hauteur. Et il ne nous juge pas. Et il sait que nous sommes tous des êtres humains. Et que si parfois on fait le mal, c'est pas forcément de notre faute, et qu'on est plutôt esclave de nos faiblesses, plutôt que coupable vis-à-vis des autres. Une question sur l'anglicisme de Marcel Pagnol. Je découvre qu'il était prof d'anglais. Est-ce que ça l'a aidé, à votre avis? Parce que vous savez si ça l'a aidé à conquérir le public, enfin les films américains, est-ce que la scène américaine, est-ce que ça a eu un rôle? Et puis par ailleurs, aujourd'hui, est-ce que vous savez si en Amérique, aux États-Unis, dans le monde anglophone, il y a toujours quelque chose de Marcel Pagnol qui demeure? Je vous remercie de votre question. Alors, comme il expliquait dans le film, l'histoire est vraie. Hein. Bob Kane propose à Pagnol de produire Marius, en tout cas devient copain avec Pagnol, parce que Pagnol parle l'anglais, et que Bob parle très mal l'anglais. Et il se rencontre comme ça. Donc ça déjà, c'est un premier point. Ensuite, Marcel a traduit Shakespeare. Hamlet, il l'a donné pour le jubilé du prince Pierre à Monaco, avec ma grand-mère dans le rôle titre. Et puis il a traduit aussi Le songe d'une nuit d'été. Ensuite, reste-t-il quelque chose de Marcel Pagnol à l'étranger? En tout cas dans le monde anglophone, oui, il reste tout de même à la fac, en tout cas chez les grands intellectuels. Marcel reste un des plus grands représentants de la culture française. Et j'insiste bien de la culture française, pas de la culture provençale. Il ne faut pas la distinction. Voilà. D'ailleurs, le plus grand spécialiste du théâtre de Marcel Pagnol s'appelle Brett Bowles, et il est professeur de civilisation française à l'université d'Indiana, vers Chicago, je crois, un truc comme ça. Le Japon aussi, je me rappelle, il y a quelques années, on a monté Marius, enfin pas moi, mais une troupe japonaise, la troupe Shishoku, je crois, ou Shoshuki, enfin je ne sais plus, c'est l'un ou l'autre, qui est la plus vieille troupe du Japon. Ils ont monté Marius dans le plus grand théâtre japonais pour une saison, et ils ont tenu 2 saisons. Pourquoi? Parce que entre 1935 et 1950, il y a eu 3 versions de Marius et Fanny au cinéma. Donc ils connaissent très bien. Et je m'en suis aperçu parce qu'à chaque fois, ils m'achetaient César, les Japonais. Je me suis dit, ils sont vraiment bizarres. Parce qu'ils m'achètent la fin. Pourquoi ils m'achètent jamais Marius et Fanny? Tout simplement parce qu'ils ne l'avaient jamais tourné, mais qu'ils avaient leurs 3 versions, et donc ils voulaient connaître la fin. Donc au Japon aussi. En Russie, toujours, parce que Pagnol, grâce à ces 2 pièces, Les Marchands de gloire et Topaz, qui sont des critiques assez acerbes du monde de l'argent, de la corruption politique, et voilà, d'une manière générale, eh bien, avait été déclaré écrivain utile au peuple par Staline, en même temps qu'il était étudié à la faculté de New York. Hein. Voilà, donc
Russie aussi, et puis ils sont bon, l'Europe de l'Est, ils sont très très francophones, francophiles en tout cas, de par l'histoire de la Révolution, des Russes blancs qui sont revenus, enfin qui ont émigré en France. Et l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, au niveau théâtre, ça n'arrête pas. Donc oui, Pagnol reste un auteur qui est lu, monté, montré dans le monde entier, mais pas à un niveau mainstream, quoi. C'est pas grand public, hein. Voilà. C'est pour vraiment des amoureux de la littérature, du théâtre, du cinéma. J'avais une question, parce qu'au générique, pour les voix, on voit le nom d'un dénommé Vincent Fernandel. J'imagine qu'il y a un lien de parenté avec... Mais c'est mon bon ami Vincent, ça. Vincent Fernandel, c'est le petit-fils de Fernandel, qui est comédien, conteur, avec qui là j'ai monté 2 spectacles. Il y a un très beau spectacle qui s'appelle Variation d'amour, qui est une sélection de textes et de correspondances que j'ai effectuées dans l'œuvre de mon grand-père autour de la notion de l'amour. Alors bien sûr, l'amour d'un homme pour une femme, aussi l'amour de sa terre, l'amour de son art, l'amour de ses amis, l'amour de sa famille, le tout accompagné au piano par un génie fantaisiste, Frank Supp, avec des superbes compositions. Et puis, très bientôt, avec la sortie du livre aussi, les sermons de Marcel Pagnol, hein, dans tous ses films, il y a pas dans tous ses films, mais dans quelques-uns, il y a des sermons très drôles. Et on va faire la tournée dans toutes les églises de France, en tout cas toutes celles qui voudront bien nous accueillir. Voilà. On en a donc, pas mal à Rouen, hein, si tu veux, hein. Voilà. Bah, écoute. Voilà, non, Vincent Fernandel, oui, c'est un très bon copain. Il y a toujours eu un lien entre la famille Fernandel, même avec Franck, son père. Peut-être certains d'entre vous se rappellent de Franck, qui était un crooner des années 80, qui on doit L'amour interdit, qui est une très belle chanson, ou Marseille, je ne te reconnais plus. Donc oui, Vincent a fait les voix de René Pagnol, et du directeur du théâtre L'Alcazar à Marseille qui fait « Oh, bonne mère, mais non, je ne le monte pas ton Marius, je le monterai après à 300e à Paris, que dis-je » Voilà. Il a fait ces 2 voix. Et moi j'ai fait la voix du journaliste qui couvre l'enterrement de Marcel Pagnol. Ils m'ont fait le plaisir d'enterrer mon grand-père. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup de... Merci à toi. Du temps que tu peux nous consacrer. On va faire une dernière, non? Non, une petite dernière. Ah, une toute petite dernière. Alors, voilà. Je rebondis sur la question des voix parce que justement c'est ce que je voulais poser comme question par rapport à l'image. Vous avez laissé la main à Sylvain Chomet, mais par rapport au doublage, ou en tout cas à la voix des personnages, il y a un parti pris. Parfois c'est, alors j'allais dire exagéré, mais dans le cas de Rému c'est pas exagéré, c'était l'accent qu'il avait. Mais ça a été quoi la décision, ou est-ce que vous aviez déjà une idée, vous en avez discuté? Bien sûr. Alors j'ai pas spécialement choisi les comédiens, mais j'ai donné ma petite idée sur comment il fallait approcher les voix. Les acteurs connus ou actrices, Rému, Fernandel, Oran, il fallait des imitateurs. Parce que les gens connaissent leur voix, ils n'auraient pas compris de voir Rému sans la voix de Rému. Voilà. Donc il y a eu un imitateur qui s'est chargé de ça. Pour ce qui est de Marcel, on a juste suivi la réalité. C'est-à-dire avec de l'accent étant enfant, perdant son accent dans les années 20 alors qu'il remonte à Paris, reprenant son accent dans les années 30 quand il monte ses studios à Marseille, et perdant définitivement, ou avec un espèce d'accent comme ça, vous savez, les Marseillais qui ne veulent pas avoir l'accent, ils ont une espèce de patate chaude dans la bouche. Donc un petit peu comme ça. Là, il y a eu beaucoup de discussions, j'ai refusé 2 acteurs. À un moment, il était question que je fasse la voix, mais ce n'était pas possible parce que je ne suis pas bankable. Donc, et ce que je comprends tout à fait. Et donc, Laurent Lafitte, et là j'ai dit oui, 1000 fois oui. Parce que Lafitte, c'est une Rolls Royce, c'est une horloge, c'est 2 prises, c'est bon. Je trouve qu'il apporte beaucoup de finesse, il n'y a rien de forcé. C'est très épuré. Il n'en fait pas trop. Parce qu'attention, en animation, vous ne pouvez pas avoir un doublage avec un jeu très expressif. Ça colle pas. Parce qu'il n'y a pas la gestuelle, parce qu'il n'y a pas tout ça. En animation, vous devez être toujours un peu plus contenu. Oui. Et puis ensuite, tout le reste du casting, ce sont des vrais Marseillais qui ont été castés sur place. Voilà.
Alors bien sûr, j'ai essayé de fourguer tous mes copains, mes maîtresses, tout le monde. Bon, ça n'a pas toujours marché, voilà. Non, je plaisante. Génial. Merci Nicolas. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.